Bah écoute, si t'es prête, on va commencer. Ah, vous savez pas commencer? Non. Moi déjà, j'étais bien. Bonjour Delphine. Bonjour Myriam. On te reçoit aujourd'hui pour ton stand-up où Ouais. tu nous parles de tout. Il paraît que tu es très très bavarde. Mais ouais, t'es toujours pas venue voir mon spectacle, Delphine? Non, mais on m'a dit très bavarde, parle de tout Ouais. et n'a aucun tabou. Et il y a même une phrase que tu dis: je sais que je parle beaucoup. Il y a un témoin de Jéhovah dans notre immeuble. Il est jamais venu sonner à notre porte. Ouais, quand j'habitais à Créteil, ouais. T'arrives à les repousser. Pas mal. C'était c'était un peu vexant parce que je l'avais déjà vu parler à des gens en plus de mon étage. Et je me suis dit, bah, genre, il a dû arriver devant chez moi et faire, ah ouais, non, pas elle. Je sais pas. J'ai pas le temps. Ouais, c'est un peu vexant, c'est vrai. Alors d'où ça devient cette passion de la comédie et de monter sur scène? Est-ce que tu as toujours fait ça? Alors, oh là là, ça va être cliché, mais oui, comme tous les... Je sais pas, j'adore toucher ce truc. J'aime bien, ça me donne... Vas-y. J'ai l'impression, tu sais, dans les années 20, les longs cigares... Je ne fume pas, mais je trouve ça un peu sexy. Prestance. Ouais, ça me donne de la prestance. Oui, en fait, comme je pense plein de gosses, j'imitais Likaku quand j'étais petite. Après, ça a été Gad Elmaleh. Enfin, je pense qu'on a à peu près toutes les mêmes... Enfin, Ouais. les gens de mon époque ont grandi dans les années 90, nés années 80, bref. Et du coup, oui, je faisais ça, mais j'étais très, très timide. Moi, à la base, je parlais pas, à part à ma mère, je parlais à personne. Moi, j'étais vraiment... Mais par contre, dès que je faisais Likaku, je me mettais... Après, ma mère, elle m'a dit, je vais te mettre au théâtre. J'étais plus qu'une timide maladive. Je parlais à personne, je lisais que des livres dans ma chambre. Je voulais être dame de CDI quand j'étais petite, ou de bibliothèque, tu vois. Genre, tu me parles pas aussi, tu sais, on se parle. J'aime pas qu'on parle, j'aime pas le bruit, j'aime qu'on reste tranquille. Et j'aimais que lire, mais quand j'étais au théâtre, j'adorais d'un seul coup, je faisais des trucs de ouf et tout. Et ouais, et c'était cool, quoi, de faire ça. Et donc, tu as commencé direct par ça ou tu t'es un peu cherchée? Alors, je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait une école de cinéma où je me suis dit, je vais plutôt être réalisatrice, je veux pas être comédienne. En fait, j'aime bien, mais ce sera une corde à mon arc. Je pourrais diriger les comédiens, mais je veux pas faire comédienne. Mais en fait, j'ai compris tardivement que c'est parce que j'avais vraiment un problème avec mon image et avec mon corps que je ne supportais pas, que je disais non, j'ai pas envie d'être comédienne, alors qu'en fait, au fond de moi, je rêvais de faire ça. Mais je trouvais ça hyper prétentieux et puis c'était pas possible de dire je veux être comédienne. Je trouvais ça nul et pas original. Donc j'ai dit non. Donc j'ai fait une école de cinéma, j'étais première assistante réal et tout. Puis à un moment donné, je tournais toujours un peu dans des courts-métrages à côté, je faisais d'autres trucs. Et un jour, donc après j'ai commencé à faire des pièces. Des pièces, c'était cool. Et de toute façon, j'ai très vite compris que le rapport à la caméra, moi, je n'aimais pas la caméra. Ce que j'aimais, c'était vraiment en fait la scène, le théâtre. Ce qui se passe, ça se passe qu'une seule fois avec le public, une seule et dernière fois. Et après, et à un moment donné, je devais jouer dans une pièce et le pote avec qui je devais la faire ne le fait plus. Et je me dis, bah, Balek, finalement. On a le droit de dire Balek? Vous comprenez au montage? On dit ce qu'on veut. Bon, d'accord. Et à un moment, j'ai dit, bah, tant pis, je vais faire en seul en scène la pièce qu'on avait prévu de faire à deux. Et donc, il y a 15 ans à peu près, je me lance dans le... Ah non, en plus, c'est quoi? J'ai même une autre anecdote avant. Attends, vous couperez si c'est trop long, hein, je m'excuse à l'avance, hein, Jérôme et l'équipe et Daisy. Non, en fait, à la base, avant, il y avait ça, mais en parallèle, j'avais passé un casting pour une web-série qui s'appelait Les Puissants, si je dis pas de bêtises, et le casting, c'était Peggy Bouillette, Peggy B, qui fait du rap, mais qui vient de la campagne. C'était à l'époque d'Amandine du 38, la pauvre qui avait fait ce buzz Amandine, où tout le monde ouais. s'était moqué d'elle. C'était avant, entre guillemets, s'il y avait Facebook et MySpace pour les plus vieux d'entre nous, mais tu vois, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Et la meuf s'était fait défoncer. Et moi, du coup, j'étais partie au casting sur un truc où je faisais Peggy B, 95C, toi-même tu sais. Et en fait, j'avais écrit un rap de merde. Et en fait, donc, je suis prise pour cette web-série et il décline tous les personnages en web-série, sauf que le truc prend de l'ampleur. Alors, à l'époque, ça prenait de l'ampleur. Et je passais même sur Ado et Skyrock en disant on a découvert la pire rappeuse, pire qu'Amandine du 38, Peggy B 80, avec son titre 95C. Et je me suis dit, en fait, je suis une bonne comédienne parce que les gens sont premier degré. Mais c'était premier degré, il y avait des groupes sur Facebook, soit pour que Peggy B meure, soit pour que Peggy B soit présidente, ça n'avait aucun sens. Ouais. Mais c'était assez marrant parce que du coup, moi, je disais, venez me voir en spectacle maintenant. Donc, j'ai un premier spectacle où je finis avec un sketch version longue de Peggy B sur scène. Donc, ça me donne envie. Du coup, je le mets dedans. Donc, trop cool. Je suis produite après par Philippe Delmas, Juste pour rire, qui sont des gens... oui, à l'époque, même encore aujourd'hui, ça pèse dans le game et tout. Donc, trop bien. Mais j'étais mariée et à l'époque, je ne dirais pas le nom, mais un producteur me dit, alors par contre, on sait que tu viens de te marier. Si tu veux faire des enfants, par contre, on va organiser ta grossesse. J'ai fait... Organiser. On
va organiser ta grossesse. Et il me dit comme un tel, il me sort le nom d'une comédienne connue. Et je fais d'accord. Moi, à ce moment-là, j'ai 29 ans. Organiser une grossesse. Parce que déjà, c'est parce que tu veux être enceinte que tu arrives à tomber enceinte. Il peut se passer genre 18 mois, 5 ans, 10 ans avant que tu y arrives. Voilà. Donc, non, mais cette phrase était sortie de nulle part. Et moi, j'ai fait, à ce moment-là, j'ai 28 ou 29 ans, je viens de me marier. Je me dis, ouais, de toute façon, là, c'est un kiff pour l'instant. Je vis de ça, de mon métier de la scène et tout. Je s'en mets. On va peut-être organiser des dates de tournée. Si ça les met dans la merde, ma grossesse, j'en sais rien. À ce moment-là, je suis hyper naïve. Je me dis, OK, moi, j'obéis bêtement au patron Malbon. Je suis d'accord et tout. Donc, pendant un an, je continue à prendre ma pilule et tout. Et en fait, je l'arrête sans leur dire. Et sans leur dire, en fait, j'ai mis 1 an et demi avant de tomber enceinte. À ce moment-là, j'avais changé de prod. Et à ce moment-là, je suis au théâtre de 10h, trop bien, les vendredis, samedis soirs. Je kiffe, hein, mais moi, mon rêve ultime sur scène, c'était pas de devenir Florence Foresti. Tu vois, je trouvais ça hyper bien, mais je me disais, j'aime bien, mais pas pour toute la vie, ce truc-là, tu vois. J'ai fait mon kiff. Tu vois, j'ai vécu ce truc de... pardon, je passe du coq à l'âne, mais... Je sais pas faire autrement quand je parle, mais j'ai ma mère qui est décédée tôt d'un cancer du sein, elle avait 48 ans, et moi, dans ma tête, je me projette toujours sur, avant mes 50 ans, il faut que j'ai fait plein de trucs. Et en fait, mon rêve, c'était pas d'être humoriste, même si je trouvais ça génial, mais je m'étais dit, j'adorais monter sur scène, faire rire les gens. Allez, tu vois, je l'avais fait, je pouvais rayer. Tu vois, j'ai des trucs à faire avant de crever. Ouais. Pour moi, je me disais un peu ça, tu vois. Et mon truc le plus ultime, avant tout, c'était d'être maman. Que j'adopte ou que je me reproduise, je voulais être mère, c'était viscéral pour moi depuis que je suis petite, quoi. Et du coup, je mets 1 an et demi avant de tomber enceinte. Et là, quand je tombe enceinte, je dis au théâtre de 10h, avec tout l'amour du monde, je dis, je me casse. Alors, j'ai continué à être dans une troupe d'impro. J'étais au Field, c'était trop cool. C'est un truc sur Paris, au théâtre Révise. À l'époque, c'était chambé. Je joue jusqu'à ce que je sois, jusqu'à ce que j'accouche. Enfin, je jouais vraiment à 9 mois. Mais par contre, mon spectacle, je l'arrête totalement parce que ce que je raconte, en plus, ne va pas du tout avec le fait d'être enceinte. En phase. Et ça va pas du tout. Et puis, c'est beaucoup d'énergie. Moi, quand je finissais mon spectacle, je pouvais essorer mon t-shirt à la fin. Je courais partout. J'ai dit non, j'ai ma grossesse et mon truc à moi. Et du coup, 1 an et demi avant de tomber enceinte. Et là, je me dis, j'arrête totalement. Après, donc arrive le merveilleux postpartum, cette dépression dans que personne m'avait prévenu. C'est plus que je l'ai faite. C'est-à-dire que ce qui est grave, c'est que j'ai accouché en 2016, ma première. Je n'étais pas au courant encore. J'entendais, mais c'était très marginal et je me disais, c'est vraiment des mauvaises mères, celles qui n'aiment pas leur enfant à la naissance. Je me dirais, mais jamais je serais comme ça. C'est sûrement des femmes qui n'auraient pas dû être mères, qui voulaient pas vraiment être mères, qui l'ont fait peut-être parce que la société les a obligées. J'avais un regard, mais qu'est-ce que je m'en veux, mais super mauvais sur les femmes qui... Mais il y en avait pas beaucoup. En plus, à l'époque, j'avais dû entendre peut-être une interview une fois. Et moi, c'est pire que ça, en fait, quand j'ai eu une césarienne d'urgence qui est absolument traumatisante. Et la chose la plus bizarre, c'est que quand on m'a montré mon bébé, la seule chose que je me suis dite, c'est ok, pourquoi est-ce qu'on montre le bébé de la voisine montrez-moi le mien. Ça n'a pas cliqué. Mais ça n'a pas cliqué, mais c'est pire que ça. La phrase que je me suis dite, elle a peut-être aucun sens, hein, mais peut-être ça fait écho aussi à d'autres gens. Je ne l'ai pas reconnue. Ça veut rien dire, mais on m'a montré. Et dans ma tête, c'était pas ma fille. J'ai pas reconnu ma fille. T'as pas fait le lien entre genre, ok... Je l'avais fantasmée, peut-être, et physiquement, elle n'était pas ce que j'imaginais. Et puis, j'étais shootée de partout. J'avais fait la péridurale avant. Après la césarienne, où à cause de tous les produits, j'étais sanglée. Position absolument atroce d'être sanglée pendant la césarienne. L'anesthésiste qui me met le doigt dans l'œil, il rigole. Il me dit, faut pas laisser traîner vos yeux. En soi, ça aurait pu être très drôle. Sauf que là, je suis à un moment, mais c'était pour moi un cauchemar vivant. Je dis, mais je sens tout. En plus, je me rappelle que je disais, mais je sens tout. Et le mec, il me dit, mais vous avez mal? Je dis, non, j'ai pas mal, mais je sentais qu'on mettait ses mains dans mes entrailles. C'était absolument épouvantable. Et donc, on monte mon bébé. J'ai pas eu tout de suite ça. Et je l'ai découvert, mais vraiment des années après, quand j'ai vu une psychologue pour d'autres trucs. Et elle m'a dit, vous avez fait une dépression. J'ai dit, non, j'ai fait une dépression à la mort de ma mère. J'ai fait une dépression pour... Mais c'était pas... Enfin, je sais pas. Enfin, oui, j'ai fait... Elle me dit, non, mais c'est comment, en fait? J'ai dit, mais non. J'ai dit, j'étais pas une mauvaise mère tout de suite quand je l'ai pas trouvée belle. En plus, ma fille, tu sais, c'était horrible. Et c'est pour ça que, enfin, tu vois, moi, après, j'ai eu besoin
dans le stand-up que je fais, je parle de tout de moi. Je parle du coup de... T'as eu besoin de l'exorciser. J'ai eu besoin. J'en ai même fait un sketch à Montreux. Ma fille l'a vu récemment. Je lui ai dit, mais tu sais, tous les bébés, ils sont moches à la naissance. Elle m'a dit, ok, elle est passée à autre chose, mais je culpabilisais. Mais j'ai fait un sketch qui s'appelle Ma fille est moche. Parce que je voulais aussi interpeller les gens. Et après, j'en parle dans mon spectacle. Je dis, et franchement, une dépression postpartum avec un bébé moche, je le souhaite à personne. Et je dédramatise, parce que les gens sont un peu choqués. Je dis, mes enfants, c'est ma vie. Il n'y a pas de... J'ai dit, aujourd'hui, ma fille, c'est la plus belle du monde. Je dis, les yeux sont revenus se placer au bon endroit, on est rassuré. Tu vois, j'ai besoin de faire des blagues dessus, mais moi, j'avais besoin de sortir ça en disant, j'aime ma fille plus que tout au monde. Donc, si moi, qui suis une mère à ce point avec mes enfants, j'ai ressenti ça, c'est que en fait, c'est quand je me sentais légitime, moi, de dire, j'ai le droit de dire que j'ai fait une dépression postpartum, j'ai le droit de dire que ma fille a été moche et que je l'ai pas aimée tout de suite, parce qu'aujourd'hui, c'est toute ma vie. Et d'ailleurs, quand j'ai accouché, du coup, même après cette dépression, pendant 4 ans, j'ai fait un arrêt total de scène et je me suis dit, plus jamais je ne remonterai sur scène. Parce que j'ai allaité que 6 mois et ça a été dramatique quand j'avais plus de lait. Moi, j'étais la meuf qui allait tout le temps à la pharmacie. Qu'est-ce qu'il faut prendre? La levure de pierre, la stimulation, le machin. C'était les moments les plus merveilleux. Puissance 1000, les injonctions. Les injonctions, et puis alors après, c'est peut-être aussi mon histoire personnelle, mais quand j'étais petite, tu vois, j'ai perdu ma mère à 20 ans, et quand j'étais petite, elle me disait, tu verras, l'allaitement, c'est le moment le plus beau de ta vie. Donc j'ai grandi avec cette injection, et surtout avec le fait que j'ai jamais eu de discussion d'adulte à adulte avec ma mère. Donc tu peux pas t'engueuler avec une morte. Tu sais, tu peux pas revenir voir ta mère et dire, mais en fait, ça, tu m'avais pas dit, mais en fait, ça s'est passé. Elle est morte, les morts, ils ont toujours raison, tu peux pas aller engueuler une tombe. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Et alors, j'ai envie de te dire sincèrement ou pas, parce qu'en vrai, finalement, est-ce que j'aurai un jour le fin mot? C'était vraiment les plus beaux moments de ma vie. Mais tu vois, la culpabilité que j'ai eue encore plus grande de ma dépression postpartum, c'est que ma mère m'avait dit, le plus beau moment de ta vie, oui, ça fait souffrir d'accoucher, mais quand on te pose ton bébé, tu oublies tout et c'est merveilleux. Sauf que là, césarienne, j'ai pas... D'ailleurs, je l'ai dit pendant des années, ça va mieux. Mais quand on me disait, alors, t'as accouché quand? J'arrivais pas. Je disais, j'ai pas accouché, j'ai eu un bébé. Ouais. J'ai pas accouché, j'étais enceinte, après j'ai eu un bébé. Ouais. On m'a mis des mains dans les entrailles comme le film Alien, j'ai eu un bébé, mais je la connais pas, moi. On n'a pas fait le passage, enfin, moi j'ai pas eu cette sensation de devenir mère, j'ai rien fait, quoi. Je me sentais totalement inutile et pas en face dans ma maternité du tout, quoi. Et donc, voilà, césarienne traumatisante. Pourquoi je disais ça au début? Je suis partie en live. À la base, c'était comment t'as commencé la comédie? Ça va, Delphine? Bonjour, on est quelle heure? On est quel jour? Non, mais c'est sur ton parcours, sur le fait de monter sur scène, ça t'a poussé à arrêter aussi, ça a fait partie de ce qui t'ont éloigné de la scène pendant un petit temps. Et oui, et alors attends, et c'est ça, et un truc aussi, c'est que, donc j'arrête la scène parce que quand je deviens mère, il y a que ça qui compte. Je suis très excessive dans tout ce que je fais. Et quand avant j'avais mon spectacle, 2 soirs par semaine, je jouais mon spectacle sur Paris, plus après la semaine, les tournées ou les comédie clubs, plus les soirs où j'ai envie d'aller voir mes potes sur scène, leur spectacle, et puis boire des coups, les pros, les soirées, machin. Tu sais, t'es dans le game. Quand t'as pas d'enfant, t'es dehors tous les soirs dans notre métier. Donc là, je dis, je vois pas comment je peux continuer ce métier en étant dehors tous les soirs. Aujourd'hui, on peut en parler après, mais aujourd'hui, on peut vivre de notre métier différemment et c'est cool. On n'a plus besoin d'être dehors à pas d'heure et tout se passe bien. Mais à l'époque d'il y a 15 ans, c'était pas comme ça. En tout cas, je le voyais pas comme ça. Et donc, je m'arrête pendant 4 ans. Et là, je fais que de la mise en scène. Je suis co-auteure, je suis programmatrice, directrice de casting. Et là, je me dis, c'est trop bien parce que je sais ce qu'ils vivent les humoristes, je sais ce qu'ils vivent les comédiens et comédiennes de one man, de tout ça. Donc, je vais pouvoir être à leur place et je vais les coacher, être leur metteur en scène. Et il n'y a pas de, mais tu sais pas ce que c'est. Si, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. Donc, et je me suis dit, c'est génial. Je vais être dans l'ombre, mon bébé, genre parfait. Et chose très bizarre, quand je suis tombée enceinte de ma 2e, c'est là où j'ai eu envie de reprendre la scène. Mais parce que, peut-être comme beaucoup de femmes, peut-être t'as été comme ça aussi, Delphine. Moi, quand je suis enceinte, je me la raconte énormément. Je suis Beyoncé dans ma tête. Je suis féminine. Ça me donne une puissance. Je me sens belle de ouf. C'est-à-dire que moi qui porte jamais de talons, qui me maquille jamais, je mets du rouge à lèvres pour vous aujourd'hui, mais tu sais, j'étais pas très féminine. Mais quand j'étais enceinte, j'ai commencé à porter des talons juste pour qu'on se dise, ouah, la meuf, elle crée des poumons et en plus, elle marche sans se casser la gueule avec du eyeliner et j'avais une force en moi. Je me sentais tellement belle enceinte. Et donc, j'avais une puissance. Et du coup, pendant ma dépression postpartum, je découvre le stand-up. Chose que je ne connaissais pas avant. Oui, tu faisais des spectacles humoristiques. Je faisais des one-man. Tu vois, je faisais des personnages. Je te racontais pas ma vie, en fait. Tu vois, j'inventais des personnages et je créais un 4e mur, tu vois.
Et je découvre, je connaissais le stand-up parisien que j'aimais pas trop. À l'époque, c'était, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le métro, ça pue. Pour moi, c'était ça le stand-up. Et j'aimais pas. Je disais, pourquoi on parle aux gens de notre vie, ça n'a pas d'intérêt. Et vraiment, je me rappelle d'une fois, j'allaite, parce que j'ai l'impression que je faisais ma vie à ça. Ma fille s'endormait, je la laissais au sein, je crois que je la posais jamais. Et je tombe. Donc Netflix et les grands noms, les grandes stars du stand-up, mais que je connaissais pas américains. Et là, je me mets à pleurer. Je dis, on peut parler de ces problèmes en faisant rire les gens. Et je dis, du coup, je peux faire des blagues sur le fait que là, en fait, on peut avoir des fourmis dans les seins pendant que j'allaitais. À un moment donné, les fourmis qu'on a dans le pied, j'avais des fourmillements dans le sein. Je dis donc, il y a des fourmis de sein, mais personne nous en parle. Et du coup, j'ai commencé à gratter des pages et des pages. Et un jour, j'appelle le Paname. Et Karim, le patron, je lui dis, je leur avais pas donné de nouvelles depuis plus de 3 ans. Moi, j'étais sortie des radars. Je lui dis, salut, t'as de la place bientôt? Il me dit, mais alors, toi, tu reviens? Je lui dis, je sais pas, j'écris des trucs, je sais pas ce que ça vaut. Il me dit, viens ce soir. Je dis, ah ouais. Et enceinte, peur de rien. Moi, je débarque au Paname et je fais des blagues sur ce que je suis en train de vivre là. Et de là vient mon sketch en disant, mais j'ai peur la deuxième, est-ce qu'elle va être moche comme la première, où je l'ai pas reconnue tout de suite et tout. Et je me lâche totalement. Ouais. J'ai pas peur du regard des autres parce que je me dis, si ça marche pas, de toute façon, je sais que je vais accoucher et que je vais repartir des radars. C'est terminé. Je fais de la scène là jusqu'à ce que j'accouche. D'ailleurs, j'ai perdu le bouchon muqueux sur la scène du Paname. J'avais des contractions toutes les 4 minutes. La régisseuse, normalement, tu sais, en régie dans les comédie clubs, ils te chronomètrent le temps de tu restes sur scène. Oui. Moi, elle chronométrait mes contractions. J'avais genre 3-4 plateaux d'affilée au Paname. Et elle me dit, c'est toutes les 4 minutes tes contractions à la seconde près. Et elle le voyait parce que je faisais comme ça sur scène. Je disais, ouh. Pour ceux qui nous regardent, ça fait mal que sur le moment, les contractions. Puis après, après on n'a plus mal en vrai du tout. Et donc, je continuais le sketch. Et les gens disaient, mais elle est sous notre gueule ou quoi? Quand ils ont vu l'ambulance devant, je trouvais le public très dur d'ailleurs, parce que je me dis, putain, ils n'ont aucune empathie avec moi. Ouais. Parce que c'était un passage de 7 minutes, donc j'avais fait une contraction juste avant de monter sur scène. Je me rappelle au dernier passage, et un sur scène. Je dis, excusez-moi, j'ai une contraction. Et après, ça passe et je continue mon sketch et je vois aucune empathie dans la salle et je fais public de connards. L'ambulance, donc entre-temps, le Paname, ils appellent l'ambulance. Je dis, ça y est, on part accoucher, là, ça y est. Le public voit l'ambulance et me dit, mais on pensait que c'était une blague en fait. Je dis, bah non, vous avez vu que j'avais fait des blagues, que j'en avais écrit, qu'elles étaient drôles et il n'y avait rien de drôle. Ils m'ont dit, on pensait vraiment que ça faisait partie du sketch, les contractions, donc on n'a pas ri, quoi. J'ai dit, bah non. Et du coup, je suis partie accoucher. Et donc, juste pour terminer cette histoire-là, et après on aura fini l'interview. Non, je déconne. Et en fait, je m'arrête totalement à nouveau. Là, pas trop de postpartum parce que je pense que j'étais préparée, je l'avais bien anticipé, machin, et ça va à peu près. Et puis je tiens bon pour ma grande et tout ça. Mais du coup, encore une fois, tu vois, la prise de poids, le fait qu'on se sente pas jolie, c'est fou comment on est belle enceinte avec les hormones, avec les beaux cheveux et tout, et d'un coup les boutons, la perte de cheveux, le corps qui se ressemble pas. Tu perds confiance. Moi, je perdais confiance. Et puis, même si à ce moment-là, je me dis, bon, je resterai avec mon surpoids jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas très grave, mais j'ai pas envie de monter sur scène parce que j'ai un bébé qui a besoin de moi. Et moi, il est hors de question que j'aille travailler, avoir un bébé. Sauf que j'avais monté une soirée, je me rappelle, c'était en 2019, pour la Maison des Femmes au théâtre Le Grand Point Virgule. Dumontet nous avait prêté la salle. Je propose à la Maison des Femmes, j'avais fait une interview avec Gada Hatem et qui m'avait beaucoup émue et je lui avais dit, écoutez, elle me dit, voilà, on cherche tout le temps des dons pour la Maison des Femmes, c'est à Saint-Denis, mais on essaye d'en ouvrir d'autres. Et à l'heure auquel on parle aujourd'hui, ils ont ouvert d'autres maisons, il y a même un film qui sort. Et je lui avais dit, écoute, si moi, avec des copains humoristes, parce que moi je suis pas connue, mais j'ai des potes humoristes connus, si tu veux, on essaye de faire une soirée caritative et tout va. J'écris à Dumontet. Et par l'intermédiaire de Nicolas Hurstar, que j'embrasse, parce qu'il m'avait dit, mais vas-y, Dumontet, il peut te prêter à ça. Dumontet, il va me prêter... Et il me dit, vas-y, envoie. Sous les 24 heures, il a dit, oui, je mets à dispo la salle. Donc, Grand Point Virgule. Et à ce moment-là, il y avait Rino, Tania Dutel, Laura Domange. Il y en a plein qui disent oui à l'invitation. Et on fait une soirée entièrement... Et du coup, moi, je présentais... Et je faisais un sketch aussi ce soir-là. Donc, bébé ou pas, ma petite avait 6-7 mois. J'ai dit, mais je peux pas monter sur scène. Moi, c'est terminé la scène, c'est terminé. J'ai un bébé, je fais plus de scène, j'ai un bébé. Et là, je me dis, mais elle compte sur moi cette soirée, tu vois. Ça faisait des mois qu'on la préparait. Je monte sur scène, je fais mes blagues. Et là, je dis, je suis niquée. Et à ce moment-là, en 2019, j'ai compris que mère ou pas, mon métier, c'est la scène. Et c'est ça jusqu'à la fin. C'est fini, c'est ça. On s'en fout de la célébrité ou pas. Je m'en bats les couilles, en fait. Jusqu'à la fin de ma vie, je serai sur scène à faire des blagues. Je vois pas comment je peux faire autrement. Et aujourd'hui, ton quotidien,
Comment t'équilibres vie pro, vie perso? Alors, j'ai une première fille qui s'en fout si je suis pas là. Elle est plus qu'en mode préado, parce qu'elle est préado depuis qu'elle a 3 ans, cette gosse. Mais ma deuxième est très collée à maman, parce que maman a fait en sorte qu'elle soit très collée à elle aussi. Du coup, j'essaie de pas manquer le coucher plus de 3 soirs par semaine. Ok. Il y a 3 soirs par semaine où je loupe le coucher et il y a 4 soirs où je suis là. C'est-à-dire 4 soirs où je dis non pour aller travailler parce qu'il y a énormément de comédie club aujourd'hui. Oui. En fait, je pourrais travailler tous les jours, je refuse. Ou alors, j'attends qu'elle soit couchée, je pars après. Oui, parce qu'aujourd'hui, les comedy clubs, il y a quand même une amplitude horaire. Ça commence à 17h et sur certains, ça finit à minuit. Enfin, mais les samedis, je commence à 12h30. Je fais des brunchs et je finis à minuit 45. J'enchaîne. Écoute, le samedi, j'ai compté, je suis en moyenne entre 8 et 11 plateaux par jour. 8 et 11 comédie club. Alors, c'est pas dur parce qu'on est sur scène 10 minutes. Oui. Mais c'est intense parce que tu cours dans Paris en permanence. Voilà. T'as intérêt à bien organiser. Ouais, mais pour ma fille, le samedi, elle voit pas maman, mais du coup, je rentabilise mon absence. Oui. Je fais pas comme, j'allais dire des papas, c'est pas gentil, il y a des papas investis, mais je vois des papas qui sont dehors tous les soirs. Et j'ai eu une discussion avec un mec il y a pas longtemps, il me dit, ah, il faudrait que je fasse des jours off. Je dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il me dit, ouais, parce que moi, je viens et je fais 1 ou 2 plateaux et je rentre. Je dis, bah non, c'est fatigant, mais tu te fais une soirée à 4-5 plateaux et le lendemain, tu ne travailles pas, tu restes avec ta femme et les gosses. Mais non, mais c'est calculé. Tu sais qu'il y a eu une étude, il y a énormément de mecs qui disent oui à des réunions, à des trucs genre... Pour éviter le tunnel. Pour éviter le tunnel. Ah ouais. Bah oui. Bah, je vais prendre le plateau de 18h30 et puis celui de 21h15. Comme ça, je suis bien sûre de ne pas être là de 17h à 22h. Et le trou, ça sert à rien que je rentre à la maison. Ça va plus les expliquer qu'autre chose de me voir alors que... Mais je suis là à la sortie du goûter à 4h30. Hein. Puis je pars avant les devoirs. C'est facile. Ouais, c'est ça. J'ai de la chance. Moi, on est vraiment une team avec mon mari. Mon mari, quand j'allais t'en parler, ton couple là-dedans, parce que tu as traversé une dépression postpartum. Pour celui qui t'accompagne au quotidien. Je voulais le dégager d'ailleurs. Et tu sais que je l'ai su après, on n'en parle pas assez. 25% des couples se séparent. C'est un sondage, mais la première année où on a un bébé. Mais moi, quand ma fille, elle avait 5-6 mois. Tu dors pas, donc déjà, il peut pas se... Mais c'est ça, je le détestais, moi. Physiquement, je l'aime de ouf, mon mari. Mais à ce moment-là, je voulais qu'il dise, je dis non, mais ça y est, stop. J'ai vraiment voulu divorcer. Casse-toi, en fait. Laisse-moi seule avec mon bébé, on n'a plus besoin de toi maintenant. Ça y est, j'ai eu ton sperme, tu te barres. J'étais super violente avec lui. J'ai compris après que c'était les hormones, la dépression, la fatigue des deux, très compliqué, quoi. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que mon mari, il est un peu papa au foyer, en fait, du coup. Parce que lui, il travaille aussi un peu dans l'événementiel. Donc, il travaille aussi des fois très tôt le matin et le soir. Lui, il travaille les dimanches, moi, je travaille les samedis. Donc, week-end un peu compliqué pour nos filles. Mais en vrai, la semaine, elles ont papa, maman. À 4h30, on est là. On rentre, on fait des jeux de société. On est là, quoi. Et par contre, après, c'est possible que papa ou maman partent avant l'heure après le dîner. On est... Et j'ai de la chance d'avoir un mari qui cuisine. Moi, je ne fais pas à manger, c'est lui. Et du coup, même le tunnel, il s'organise hyper bien parce que moi, je gère je joue avec les enfants pendant que lui fait à manger. Après, moi, je les lave, lui, il débarrasse, ou moi, je débarrasse, lui, il les lave. J'ai de la chance, on est vraiment une équipe. Et même s'il est au courant de rien, parce que ça reste quand même... J'ai peur, même encore en 2026. Si je demande à... Mon mari, c'est toujours pas le nom de la maîtresse de nos enfants. Il sait pas, il dit, mais c'est qui elle? Je dis, mais c'est la maîtresse des... Tu es là ou... Et tout le temps, c'est comme ça. Donc oui, ils sont pas au courant des devoirs, ils sont pas au courant de plein de trucs, mais la bouffe, c'est lui. Le linge, le ménage, c'est moi. Mais au moins, la bouffe, j'ai pas à m'en occuper, c'est lui qui gère. Et quand je pars travailler, je suis très détendue parce qu'il gère hyper bien. Il fait à manger, il lave les enfants. On a 2 petites filles, donc maintenant il dit non, mais je reste derrière, vous lavez vous. Mais non, mais ça, un papa gâteau super présent. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais moi je veux 12 gosses. Je lui ai dit, mais casse-toi. Il m'a dit, non, t'as pas compris. Toi, tu vas travailler, tu gagnes l'argent et moi, je m'occupe des enfants. Et aujourd'hui, ça s'organise un peu comme ça. Moi, je gagne plus que lui et il est hyper content avec ça parce que ça lui permet du coup, lui, de rester à la maison et de travailler le dimanche. Le jeudi, mais pas beaucoup. Il n'y a pas 12 gosses. On s'est arrêté de 12 moins 10. On a 2 enfants. Mais ça me travaille un peu, tu sais, là, j'ai 40 ans. Le 3e. Je me suis toujours dit, j'aimerais trop avoir 2 filles avec genre 2 ans et demi, 3 ans d'intervalle. Et peut-être un petit garçon vers la fin, 40 ans, le dernier. Et là, j'ai 40 ans, le dernier, le petit garçon. Est-ce que, je sais pas. Je me dis non. Après, le petit dernier, parfois, vient par 2. Hein. Je te dis juste ça. Ah ouais, bah vas-y, on reste tranquille alors. Hein. Vas-y, on reste à 2. Je te dis ça parce que j'ai eu l'exemple dans ma famille. Le petit dernier, à la quarantaine, est venu par 2, quoi. Ça change le format de la famille quand même. Ouais, le petit dernier, ça devient une grosse... Bon, on reste bien. C'est bien 2.
par rapport à ton besoin de cocher les cases, on t'a fait des petites phrases et puis tu vas nous dire si tu coches ou si tu raccroches. Les nuits complètes, ça y est, c'est coché ou c'est encore... Mes enfants, parfait, tout va bien. Ah ouais, je vais énerver. Hein. Je vais énerver de ouf. C'est clair. La préparation du repas, tu viens d'en parler, mais tu raccroches, c'est pas toi. C'est pas moi. Les corvées de linge. C'est moi. C'est toi. Pardon, et il vaut mieux. Hein. On a déjà laissé les mecs faire des machines de 30 et de 40 on a déjà laissé, ouais. Oh là là. On a déjà perdu pas mal de pulls. Non, ouais, on arrête. Hein. Non mais il fait bien le couscous, on va le laisser. Il fait bien à manger, on va le laisser, mais il touche pas au linge. J'avoue. La prise de rendez-vous médicaux. Non, c'est moi. Yeah. Jamais, ils savent pas. Mais mon mari même parlait au téléphone avec quelqu'un, j'ai l'impression que ça l'angoisse. C'est bizarre. Tu sais qu'il y a Doctolib qui a sorti une étude. Les rendez-vous sont pris à 85% par les mères, parce que tu sais, tu vois qu'elles comptent sur Doctolib pour les rendez-vous. Oui. 85%. Ah bah oui, mon mari connaît pas le mot de passe de... Même Doctolib, en plus avant, il fallait rester longtemps au téléphone. Nous, on pouvait le faire pendant d'autres trucs, tu vois, on est en attente. Mais maintenant, Doctolib, c'est pas... Ouais, non, mon mari... Mais t'as jamais fait... moi, quand c'est pas moi qui l'emmène chez le médecin, je suis obligée de faire un compte-rendu. Voilà pourquoi elle y va, qu'est-ce qui s'est passé, machin, les vaccins, on en est où, les trucs bidules. Et ils en sortent et tu leur dis, il a dit quoi? Ça va. Non, tu vas être un peu plus précis quand même que le ça va, tu vois. C'est ouf. Vraiment. Et il y a des fois où je me suis dit, non, mais sinon, tu sais quoi, enregistre. Oui, mets le dictaphone, j'écoute après, quoi. Ah oui. Médecin, j'ai pas encore osé. Mes réunions d'école, je fais. Si je peux pas y aller, je lui dis, t'enregistres. J'écoute. Non, sinon, il va sortir, je crois que dans l'année, ils vont faire une sortie, puis voilà. Non, moi, alors déjà, il veut pas y aller. Moi, déjà, j'ai envie d'y aller. Et même si je peux pas, je demande à d'autres parents. Ça sert à rien qu'il y aille. Je veux dire, il va me dire ça va. Et je rebondis sur ce que tu dis quand toi tu fais des mémos. Moi je fais des mémos, ça m'est déjà arrivé, qui m'appelle, il dit il demande le médecin, est-ce qu'elle tousse? Je dis putain, elle est à côté de toi. Mais oui. Et je suis là, je dis mais non. Mais je dis mais en plus je t'ai dit tout ce qu'il y avait. Et il m'appelle quand même sur le coup. Il dit elle a eu de la fièvre. Non, je fais vas-y tu t'as beau faire toute une liste. Et des fois t'es là. Et ça tu lui as dit ah non, j'ai oublié. Moi aussi je vais oublier des trucs maintenant. Ouais. On en a parlé, mais la 3e grossesse, tu coches, tu raccroches, c'est encore... ça m'a pas l'air acté, cette histoire. J'ai hâte d'être préménopausée, comme ça on n'en parle plus, d'être ménopausée tout court. Ouais. J'ai hâte d'être ménopausée pour me dire, il n'y a plus de 3e, allez, c'est la vie qui a décidé. Parce que j'ai envie, mais c'est pas raisonnable. Après, est-ce qu'on vit pas des vies un peu folles? Ok, d'accord, allez, c'est bon, tu m'as convaincue. Il m'en fallait pas plus, Delphine, j'ai bien fait de venir. Allô, Steph? Ouais, c'est bon pour le 3e. Les injonctions à être une bonne mère. Aujourd'hui, t'es libérée de ça, t'es comment? Oui, mais parce que c'est... Oh là là, j'ai l'impression que c'est aussi grâce à mon métier. J'ai l'impression que quand on a un autre métier, c'est pas... Ça dépend de ta catégorie socio-professionnelle, de ta classe sociale encore, hein, vraiment. Ouais. Ça dépend de ton pouvoir d'achat, de ces injonctions, vraiment, vraiment. Ouais, je trouve qu'on n'est pas du tout... on n'est pas... J'ai pas le mot, c'est pas équitable. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux là-dessus. Hein, alors, on va comprendre peut-être une femme qui enchaîne, enfin, j'espère, plusieurs jobs parce que c'est une maman solo et qu'elle a plusieurs enfants et qu'on se dit, ouais, mais la pauvre qu'elle peut pas... Des fois, l'éducation et machin, elle peut pas parce qu'elle enchaîne et elle n'est pas à la maison et tout ça. Heureusement, il commence à avoir une forme de clémence pour ces mamans-là, heureusement. Mais globalement, il y a toujours... Mais tu vois, même il y a pas très longtemps, il y a un humoriste très connu qui m'a dit il n'y a pas longtemps, quand j'étais dans un comédie club, et qui me dit ils sont où tes enfants? Je dis mais c'est pas parce que je m'en occupe pas que je peux pas les situer géographiquement. En ce moment même, ils sont à Créteil, dans leur chambre, et normalement ils dorment, j'espère. Sinon, mon mari se débrouille. Hein, ils sont où tes enfants? Oui, il y a des questions qu'on pose aux femmes qu'on pose pas aux hommes. Hein. Ça, alors que j'étais là, on était en train de rigoler, en train de boire un coca, 21h, après un... Mais c'est fou. J'ai dit, de toute façon, là, même si je rentre, ils dorment. Tu veux que je me barre? Je vais rentrer, mais de toute façon, là, ils dorment. Donc, autant que je profite de ma soirée avec mes copines et que je bois un verre, en fait. C'est quoi ton problème? Ils sont où tes enfants? Il y a encore des... les coucher des enfants, ça dure 3 heures chez toi? Alors oui, mais j'ai compris par mon mari que c'était à cause de moi.
Parce que moi, je suis très, tu sais, sur parents épuisés, sur plein de trucs, ils disent, mais ça dure qu'un temps, en fait, les enfants. Et moi, je suis pas du tout prête au fait qu'un jour, ils vont me quitter, mes enfants. Donc, en fait, moi, je suis très quelqu'un, on va dire, en pleine conscience. Chaque chose que je fais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde mes enfants, Tu te dis, c'est peut-être la dernière, c'est je suis peut-être là, la à chaque dernière. fois, je me dis, tu vois, chaque moment, je touche la peau, je les embrasse. Et donc, la première, elle s'endort en 30 secondes, elle n'a pas besoin de moi, mais c'était la même chose depuis qu'elle était bébé, donc voilà. Mais la deuxième, elle me dit, maman, tu veux que je reste? Et moi, je dis, mais bien sûr, moi aussi, je veux rester. Et mon mari, il me dit, mais je lui dis, mais non, en fait, c'est maintenant. Et même déjà, je me rappelle que je me battais avec mon mari à l'époque, parce qu'à 9 mois, il les a mis dans leur chambre, cododo, et les deux, à 9 mois, elles ont été dans la chambre, et j'étais en pleurs, je m'en rappelle. Et à l'époque, je lui disais, mais tu sais qu'au Japon, enfin, il n'y a que dans les pays occidentaux où les enfants, ils ont leur chambre. Moi, j'ai besoin de respirer ma fille, elle a besoin de moi. Il me disait, mais non, ça y est et tout. Mais parce que c'était très occidental, c'est très français de faire ça. Et moi, je suis pour dormir pour toute la vie avec mes filles. Moi, la première, c'est peut-être, allez, c'est sûrement pas bien, mais je m'en fous. Tous les jours, je fais répéter, tu quitteras jamais maman, non, je quitterai jamais maman, je quitterai jamais maman. La première, elle a déjà décidé d'aller sur la Lune. La première, je trouve j'ai l'impression, la première fois, on les éduque bien. On fait en sorte de les rendre indépendants, qu'ils aient confiance en eux. La deuxième, je veux pas qu'elle ait confiance en elle. La deuxième, je veux qu'elle soit que névrosée, qu'elle dise, il me faut ma mère, et elle dirait, oui, il te faut moi, et moi, il faut toi. Allez, c'est terminé. Non, c'est moi. C'est moi, et sans raison. Des fois, il me demande, je lui dis, tu veux dormir avec moi cette nuit? Par exemple, mon mari, il est rentré à 2h du mat, il me fait, pourquoi il y avait les filles hier dans le lit? Je dis, je sais pas, c'était pas bien. Je dis, bon, ok, et tout. C'est moi, j'aurais dit, venez, on dort toutes les trois ensemble. J'ai dormi avec mes filles hier soir. Bah, c'est bien, après. C'est un kiff total. Tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis, en effet, profitons, etc. Mais et puis bon. Mais parce que je suis pas comme d'autres mères qui ont peut-être besoin de leur lit tranquillement parce qu'elles ont travaillé toute la journée. Ouais. Moi, c'est des fois, j'écoute et après, je vais... Enfin, tu vois, elles m'ont manqué. Je sais que... C'est lié aussi à notre propre culpabilité et à notre... on n'a pas les mêmes horaires de travail. Et du coup, on n'a pas la même culpabilité. On a tous une culpabilité, je pense, maternelle, qu'on arrive à faire avec ou pas, à s'entendre avec cette culpabilité, à la dégager, à l'embrasser. Mais elle dépend aussi des horaires de travail qu'on a, si on est de jour, de nuit. Ça dépend et si tu as un bon coéquipier avec qui le faire. Quelle case tu n'aurais pas encore coché? Parce que tu dis quand même, j'ai coché toutes les cases, il me reste la mort. Bon, il y en a peut-être d'autres avant ça quand même. En tout cas, des choses que j'avais envie de faire. Ouais, mais du coup, c'est bien parce que du coup, je profite. J'ai pas j'avais des rêves à ma hauteur. Je voulais être maman, je voulais faire rire des gens sur scène. Ce que je veux, c'est continuer. En fait, c'est continuer. C'est d'être toujours une bonne mère, faire toujours en sorte que la deuxième, elle ait toujours besoin de moi. On met de l'argent de côté pour les psys. Oui, non, mais elle se débrouillera après avec Tu veux pas aller en EHPAD, quoi. C'est pas une case. Alors c'est horrible ce que je vais dire. Moi, j'ai pas envie d'être un boulet pour mes enfants. Si j'espère pas vivre trop longtemps en vrai. Non. Qu'est-ce qu'on fait de maman? Qu'est-ce qu'on fait de mamie? Ah là là. Non, moi, je veux que mes filles, tu leur vie. Dit, toute leur vie, elles doivent rester avec toi. Mais du coup, moi, c'est... Oui, mais du coup, si je peux... je suis grand-mère, je m'occupe de... Comme ça, elles peuvent faire leur vie. Moi, elles n'ont pas besoin de payer de babysitter. Je m'occupe de leurs enfants. Si elles veulent être mères... La première, je pense qu'elle n'a pas envie, et tant mieux pour elle, elle fera ce qu'elle veut. La deuxième, je pense qu'elle aura envie d'être maman, et j'ai envie... Quand j'étais petite, c'est horrible, quand j'étais petite, je rêvais d'une maison que de femmes, où il y avait un étage ma grand-mère, après ma mère, moi et mes filles. J'étais très misandre quand j'étais plus jeune. Mais après, j'ai pas connu mes grands-pères, j'ai pas eu de frères, je m'entendais pas avec mon père. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma mère, c'était mon âme sœur. Mais aujourd'hui, c'est mes filles. Enfin, tu vois, je connaissais pas les mecs et je voulais pas les connaître. Et d'ailleurs, j'avais demandé à l'univers, j'ai dit, moi, je veux 2 filles, je veux pas de garçons. J'ai eu 2 filles. Je connais pas les garçons et je veux pas les connaître. Je suis une hétéro, mais bouleversée, malgré moi. Je suis une hétéro contrariée, tu vois. Ça me fait chier d'être hétéro. Mais ça va. Putain, c'était les municipales hier. J'ai l'impression que je me suis mariée comme j'ai voté. Pour le moins pire des hommes hétéros, vraiment. Je l'aime, mon mari. Mais tu vois, pour le moins pire des candidats, j'ai dit, allez, vas-y, je te kiffe, toi. Mais malgré moi, je te kiffe, vraiment. Ouais, j'étais un peu misandre et du coup, moi, je rêvais vraiment d'une maison de femmes. Et moi, voilà, si ma petite, elle veut faire des enfants, la dernière, je m'occupe de ses enfants, mais pardon, j'ai envie de choquer personne, mais vraiment, si je peux mourir 65, max 70 ans, enfin, dès que je commence à être vieille, à plus servir à rien, je veux me barrer, tu vas te rendre compte que 65 ans, c'est pas vieux. Oui, mais c'est pas grave. Quand tu vas y arriver. Oui, mais en vrai, même là, aujourd'hui, peut-être parce que je suis dépressive et je le suis un peu, mais je serai toujours dépressive, mais
en vrai, si là, je suis contente, je me bats pour la vie et ce que tu veux, que si demain, voilà, j'ai une maladie, je me soignerai ce que tu veux, c'est que pour mes filles. C'est plus pour moi. Ok, t'as l'impression d'avoir fait un cheminement J'ai l'impression perso. que la vie, c'est long quand même. Hein. Non, mais tu vois, 40 ans que je suis sur Terre, une fois que tu as déjà mangé une raclette et que tu as déjà eu un orgasme, bon, bah voilà, ensuite, on va refaire des raclettes et des orgasmes régulièrement, mais ça va, tu vois. J'ai déjà vu un coucher de soleil, j'ai déjà vu la mer, la montagne. Je sais pas, je reste beaucoup. Là, c'est pour mes filles que je suis là. Mais elles ont encore C'est un peu plein de dépressif. trucs. Mais oui, non, mais montrer, elles ont hein. encore besoin de moi et moi, j'ai envie de vivre encore plein de trucs avec elles, mais c'est un peu égoïste. J'ai l'impression que là, je prends du temps en plus, quoi. Ça y est, ça va. Ça va. Ça va. Si je meurs demain, franchement, je suis pas triste. J'ai pas peur de la mort, quoi. Ouais. Je sais pas. Bah, On voit écoute, que les antidépresseurs, ils fonctionnent bien. Oh là 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 là. on ne sait pas quoi te dire, Myriam. Les cases vont venir se cocher d'elles-mêmes. Ouais. En fait, c'est surtout que tu as fini de faire des listes. Surtout. Putain, c'est ça, Delphine. Mm. Putain, c'est beau ce que tu viens de dire. En vrai, je te jure, c'est ça. Ben oui, J'ai fini de faire maintenant des tu listes. laisses la vie te surprendre. Les listes, c'est. T'as fini la planification. C'est Maintenant, exactement ça. on laisse sa chance au produit. Exactement. Parce qu'on t'a dit, il faut avoir le bac pour trouver un métier, il faut te marier Ouais. pour être heureux. Et j'ai fait tout ça. Est-ce qu'on est plus. Mais non, on prend quand même des antidépresseurs aujourd'hui, malgré Ouais. qu'on ait eu le bac, le CDI, le mari et les enfants. Mais oui, on a Je pense fini. que c'est plus les injonctions qui t'ont quitté que Je crois que c'est que ça. les objectifs, tu vois. Ouais, ouais. Eh ben écoute Myriam, on te souhaite encore plein de belles surprises pour la suite et avec tes filles. Merci beaucoup. Et toi, Delphine, on parle pas de toi? Non, on parle pas Putain, de moi. c'est chiant, vas-y. Eh ben écoute Myriam, on te retrouvera sur scène en stand-up et on n'hésitera pas à mettre en dessous La prochaine date de spectacle. exactement la prochaine Et date viens de avec grand spectacle. plaisir. Et venez tous en régie. Et du coup, bah écoute, on a hâte de découvrir ce que va t'apporter la vie puisque ce sera sans nul doute l'objet de sketch sur scène. C'est sûr. Merci Myriam. Merci beaucoup.